cru entendre le mot tectonique. Ouais. Vous me confirmez qu'il y a une tectonique des plaques? Alors non, j'ai dit tectonique, j'ai pas dit tectonique des plaques. On est loin de le savoir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des forces internes qui déforment la surface. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est juste un refroidissement de l'intérieur qui va faire que la surface se plisse, ou est-ce que c'est des mouvements de convection du manteau, voilà. Mais on est loin d'avoir démontré un tectonisme de plaques. Ça peut être juste des forces internes, quoi. Donc c'est pour ça que c'est le terme tectonique tout court. Et la matière principale, c'est un gros caillou. Alors oui, c'est vrai que je l'ai pas bien dit. En fait, Titan, c'est 50% de roche au centre et 50% de glace d'eau solide, donc très froide, autour. Donc la croûte de Titan est faite de glace d'eau. Donc l'équivalent de la roche sur Terre, ce serait de la glace d'eau sur Titan. Et par-dessus cette glace d'eau, on a cette pellicule de matière organique qui est produite dans l'atmosphère et qui se dépose à la surface. Voilà. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je suis là. On m'entend? Oui. Parfait. Alors j'ai une question pour Lily. Est-ce que tu pourrais nous commenter un peu les images, notamment celles qui sont dans des cercles que tu nous as présentées, des images. Et ce que j'aimerais savoir, c'est quel lien en fait elles ont avec les datas produites par le radar. Alors j'en ai appris un peu plus sur comment fonctionnait le radar grâce à Alice. Est-ce que les datas sont toujours des images finalement, cette matière que vous travaillez aussi bien du point de vue artistique que scientifique, ou est-ce qu'il y a aussi, donc cette fois je peux m'adresser aussi à Alice, voilà, quels sont les types de data que vous fournit les radars? Voilà ma question. Ouais, c'est très simple. J'ai trouvé au début cette image que j'ai montrée de Sappho Patera, et c'est simplement la production des données dans la forme d'une image que j'ai imprimée. Après quelques mois, j'ai trouvé une autre base de données JPL où il y a que le cratère. Et donc après 5 mois de peindre le cratère, je me suis ça suffit du cratère. Donc ce sont des images. J'utilise des images. Il y a beaucoup d'autres données. En étant pas scientifique et je suis artiste, comme je le disais, les images sont fascinantes. Je trouve très fascinant au niveau, on est habitué de regarder des images comme des photos. Ça, c'est à partir de la création de photographies. On est habitué d'interpréter des images comme il y a de formes, mais comme Alice a expliqué, c'est pas tout ça. Et c'est pas en 3D. Donc, quelque chose qui semble comme le Patera de Sappho, en fait, peut être, sur Vénus, il y a des montagnes qui sont 3 fois la taille de Everest, donc énorme, mais ce sont à l'imagerie radar plat, complètement plat. Oui, ça défend. En fait, à mes étudiants, je montre souvent une image de Paris et notamment de la Tour Eiffel en radar, et on se rend compte à quel point ça déforme. Quand on sait ce qu'on observe et qu'on voit ce que ça donne en radar, on se rend compte, ce qui n'est pas toujours le cas sur Vénus. Donc, alors pour revenir à la question, il n'y a pas que des images. Il y a aussi des données topographiques, donc des signaux, des échos, un peu comme ce que j'ai montré à la fin. Il y a aussi des données d'émissions thermiques, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais c'est quand même, le premier produit, c'est quand même des images. Il y a plusieurs façons de les faire et en fonction de comment on les fait, on ne va pas exactement voir la même chose. Mais c'est surtout que ces images-là, comme le disait Lilibet, il faut vraiment connaître bien la géométrie d'observation dans laquelle elles ont été prises, notamment l'angle d'incidence, pour comprendre ce qu'on voit. Et notamment et c'est le cas sur Vénus en ce moment, ça a été le cas sur Titan, quand on essaye de repérer des changements,
C'est-à-dire qu'on regarde un endroit, puis on revient, on re-regarde et on se dit, est-ce qu'entre-temps, le volcan, il est entré en éruption, ou est-ce que les lacs ont changé? Si on peut avoir l'impression qu'il y a des changements, mais en fait c'est que un effet géométrique. Donc c'est la principale difficulté des radars, c'est qu'en fait ça déforme vraiment beaucoup ce qu'on fait et c'est très très sensible à la géométrie d'observation. Oui, mais merci. Donc, merci pour ce décollage. C'était très, très intéressant. J'ai une question à Lily parce qu'en fait, je crois que j'ai pas compris le lien entre toutes les images de Vénus que vous avez présentées et les dénominations culturelles. Donc, est-ce que c'est arbitraire ou bien est-ce que chaque culture projette une image de Vénus telle que vous nous l'avez montrée? Oui, c'est une très bonne question. J'ai essayé de réduire la présentation parce qu'il n'y avait pas beaucoup de temps, mais c'est pas une longue histoire de dénomination. C'est de Vénus a commencé officiellement, les International Astronomical Union a commencé il y avait deux noms, quelques noms, et il y avait un débat au milieu des années 70, si on efface le nom déjà comme Mont Maxwell et 2-3 autres endroits, c'est intéressant parce que j'ai trouvé un article quelqu'un a écrit des années après et il y avait que le nom sur un panneau. Il faut décider si on garde le nom comme Mont Maxwell ou on change tout pour être après des noms féminins. C'est pas de femmes, tous les endroits. Donc, il y a un comité nous, tous, on peut proposer le nom. Mais c'est l'International Astronomical Union, ce comité qui décide finalement le nom qui reste. Donc, à partir de c'est évident, il y avait, quand il y a beaucoup de noms à donner, comme dans les années 2000 après des missions, il y a probablement, moi je spécule, mais il y a un effort interne de rassembler beaucoup de noms qui servent à la diversité. Mais il y a beaucoup de débats autour de ce nom parce que il y a beaucoup de noms propres de personnes qui sont plutôt européens, le plus nombre sont des femmes connues dans l'histoire scientifique. Et par contre, le nombre de femmes mythologiques, ça c'est plus divers. Donc il y a un écart entre les deux, mais c'est intéressant parce qu'il y a la mission Future, c'est une opportunité de ouvrir une discussion. Comment faire ça dans le futur? J'espère que ça. Oui, mais c'est ça. Donc c'est l'Union internationale d'astronomie qui décide sur la base de propositions qui sont quand même en général données par des scientifiques qui travaillent. Parfois, d'ailleurs, c'est un peu compliqué parce que quand on travaille beaucoup sur un sujet, on est obligé de le nommer. Et parfois il change de nom en cours de route parce que finalement il est pas validé par l'Union astronomique et donc parfois on a des publications sur un même site sur Vénus par exemple avec un nom et un nouveau ensuite. Bon, et c'est vrai qu'il y a une étude récente là c'est une jeune doctorante en fait américaine qui a regardé les statistiques des noms et c'était assez terrible pour les femmes. Alors Vénus fait exception parce que c'est la planète Vénus, donc tout de suite, même à l'époque où c'était pas un sujet, ils se sont dit tiens on va mettre des noms de femmes là-bas. Mais ailleurs, il y a pas grand-chose. Sur Mars, c'est l'enfer. Il y a aucune femme. Et sans parler ce que tu disais aussi, effectivement, les autres cultures. Il y a beaucoup de noms de personnes occidentales, mais pas les autres cultures. Sur Titan, c'est beaucoup de la mythologie. Toutes les dunes ont des noms de paradis mythologiques. Les mers ont des noms de monstres marins, Kraken, Ligea, Punga, venant de diverses mythologies. Voilà, donc... C'est une sorte d'archive. Ça m'intéresse aussi que c'est un archive de nous.
on projette nous sur le système, sur le cosmos. Donc, Vénus nous regarde à travers de notre effort de coloniser l'espace, quelque chose comme ça. Je sais pas. Ouais, c'était une des questions que je voulais aborder parce que je trouve cette caricature d'avoir des noms de femmes sur Vénus est terrible et je trouve ça absurde, mais bon, mais en même temps dans ce que tu disais, Alice, que du coup dans l'imaginaire global, Vénus c'est une planète qui est quasiment douce et féminine, alors que c'est quand même un endroit terriblement peu hospitalier, et que la réalité scientifique ou la réalité tout court de cet objet est à des années, à des lieux, je sais pas quelle métaphore il faut prendre, est très loin de la chose. Donc je trouve que toute cette couche culturelle et caricaturale et archétypale qu'on met sur les objets célestes est assez intéressante à prendre en compte, et ça m'amène aussi pour le coup à une question pour toi, Lily. Dans cette longue liste de scientifiques notamment, elles sont pas très connues par rapport aux scientifiques masculins, d'une part, et du coup comment est-ce que tu choisis alors les volcans, je comprends pourquoi tu peignais des volcans parce que tu avais une base de données de volcans, mais deux questions, c'est comment est-ce que tu choisis les endroits et est-ce que c'est en fonction des noms et de l'histoire des personnes ou parce que ou est-ce que le Google Maps te dit tiens ici ça a l'air intéressant? Non, ça change tout le temps, mais en gros c'était cette première image qui explique comment j'ai fait toujours. C'est je suis attirée par l'image même. Quand je vois c'est vrai que Vénus elle est terrible, elle est chaude, enfer, mais je trouve belle comme la Terre, la surface, maintenant je trouve les vallées, les montagnes, c'est comme voyager, mais c'est un cliché, ça. Plutôt, mais quand je tombe même sur quelque chose comme un Patera nommé après une femme que j'ai jamais entendu parler, et c'est quelqu'un fascinante. Je prends beaucoup de temps de faire la connaissance de la personne et en même temps que de faire la peinture. Donc c'est une sorte de lien entre les deux. Ce seront des portraits même de la surface de Vénus, ainsi que les personnes. Donc il y a un mélange des deux pour moi. Mais quand j'apporte la peinture comme à Vivas, là, c'est comme j'apporte elle avec moi, l'esprit d'elle ou les achèvements qu'elle a fait dans la vie, je sais pas. Ouais. Et je voudrais, je sais pas si ça rebondit ou pas, mais ça a déjà été évoqué, ce lien entre la vision, le toucher, les données. Et moi, ce soir, je suis un peu troublée par le fait que finalement, on retraduit dans quelque chose de visuel, quelque chose qui ne l'est pas, ou pas nécessairement, dans les données récoltées. Et est-ce qu'il y aurait d'autres modalités de représentation ou pas, ou parce qu'on continue dans des conventions dans lesquelles on est acculturé en tant qu'humain et en tant que scientifique. Et j'ai une autre question corollaire à ça, là, mais allez-y. Oui, c'est une bonne question. Après, on fait parfois des modèles 3D ou de zones. Donc ça se fait pour mieux comprendre. Même, je crois que j'ai montré une vision là de Sotrapatera, justement, qui est une région qui est peut-être volcanique, où là on a fait ce qu'on appelle un modèle numérique de terrain, donc qui nous permet alors c'est toujours une image, mais on peut l'imprimer en imprimante 3D et on peut avoir un accès un peu différent à la topographie de la surface de ce point de vue-là. Après, pour les c'est plus pratique les images, mais je comprends, j'entends. C'est vrai que on peut imaginer d'autres façons de présenter qui donnent peut-être une autre vision,
accès à une autre forme d'analyse, peut-être. Ouais. Et donc la question corollaire pour moi, c'était pourquoi faire des planisphères quand on fait de la cartographie plutôt que de faire des globes? Est-ce qu'il y a est-ce que c'est aussi une convention et une habitude de traitement des données parce qu'on sait faire comme ça, ou est-ce que faire un globe apporterait une appréhension intéressante ou pas? Non, on fait des globes aussi. J'ai failli l'apporter d'ailleurs, un globe de Titan avec les données radar, j'ai failli l'apporter. Mais c'est quand même moins pratique. Non, mais un globe 3D, quoi. Oui. Un globe numérique. Ah, un globe numérique. Ah, oui. Oui, un globe 3D, un globe physique, c'est un peu plus compliqué, je suis d'accord. Non, mais il y a un Google Titan, comme il y a un Google Earth. C'est un outil qui est plus utilisé comme... pas forcément très utilisé pour la science, mais ça existe et c'est intéressant. Voilà. Après, en fait, moi, je vous ai montré des cartes dans une certaine projection en fonction de ce qu'on veut faire. En fait, il y a d'autres projections qui sont plus appropriées et parfois ça peut être une vision en globe. Hein. Donc ça dépend de la finalité en fait. Donc on peut projeter différemment les choses. Et là. Je repasse la parole après, promis. Le choix des zones sur lesquelles travailler ou des objets, que ce soit les dunes, les volcans ou autre chose sur lesquels travailler, ces choix se font comment? Est-ce que c'est parce que on prend les données qu'on a, ou est-ce qu'il y a des questionnements? Enfin, j'imagine bien qu'il y a des questionnements spécifiques, mais Ah, ça c'est compliqué. Comment on décide de travailler sur quelque chose? En général, déjà on est une équipe, donc on se pose des questions ensemble et on identifie des zones d'études ensemble et après on se répartit le travail. En tout cas, c'était le cas à l'époque de cette mission quand les données arrivaient. Et après il y a aussi les étudiants. Moi à l'époque j'étais encore plus ou moins étudiante, on passait beaucoup de temps à faire ce que j'ai fait, la cartographie. Et aujourd'hui, là, il y a des étudiants, je voulais montrer ça parce que ça a été présenté il y a quelques semaines, qui, eux, carrément, ils font dune par dune, quoi. Et il y en a 50 000, hein. Donc, ça peut, à la fin, on voit que ça. Mais pour le cas des dunes, assez rapidement, vu leur couverture de la surface, je l'ai pas dit, mais elle couvre quasiment 20% de la surface de Titan. C'était évident que c'était un objet d'étude de premier intérêt et sachant que les dunes, sont sculptées par les vents, vont aussi être plus ou moins développé en fonction de l'humidité du sol. On savait que ce serait riche d'enseignements pour le climat de Titan et donc pour l'histoire de Titan. Ce qui est le reconstituer cette histoire, c'est quand même un des buts premiers de ce qu'on fait. Oui, Bernard. Il y en a une ici et il y a déjà un micro par là. Alors allons-y. Oui, alors excusez-moi de... merci beaucoup pour ces deux présentations. C'était vraiment ça produisait un vrai sens de l'émerveillement, comme dans la plupart des cas dans ces sujets-là. Mais alors ma question est vraiment très courte, très rapide. Moi j'étais fasciné par le langage que vous utilisiez en fait pour parler de Vénus et de Titan, qui est un langage quand même qui est très coloré, qui est plein de métaphores, plein de comparaisons, plein d'analogies. Et je me demandais, alors par exemple quand vous disiez toucher la surface de Titan, tremper nos doigts dans ces océans, il y avait même un slide, peu de cratères d'impact, un visage jeune. Et aussi des analogies, comme vous disiez, la roche sur Terre, c'est la glace d'eau sur Titan. Et alors je me posais juste une question, si dans le travail artistique ou dans les laboratoires de planétologie, il y avait une réflexion sur le type de langage qu'il fallait utiliser, tout simplement. S'il y avait je sais pas, juste une manière de développer les métaphores et les comparaisons pour que ça parle ou pas du tout, peut-être, je sais pas. Alors, moi, je suis dans un exercice de diffusion du savoir. Beaucoup de scientifiques s'y prêtent et de collègues planétologues, donc... c'est vrai que quand on fait ça, on aime bien trouver des métaphores, mais des métaphores juste qui trahissent pas la vérité scientifique.
et en même temps qui permettent de faire comprendre des choses importantes. La comparaison entre la glace sur Titan et la roche terrestre, c'est vraiment, enfin, il y a pas, c'est vraiment, c'est la croûte, elle est faite au lieu d'être fait. En fait, la glace d'eau, c'est une roche. Hein. Enfin, dans la définition, vous prenez la définition, la glace d'eau, c'est une roche. Quand je parle de sable, parce que ça, souvent j'ai la question, mais c'est pas pourquoi vous dites du sable? Mais en fait, le sable, la définition du sable, c'est la taille des grains. Et il n'y a pas de présupposé sur la composition, par exemple. Ça peut être du silicate, du quartz, comme ça peut être de la matière organique. Sur Titan, c'est de la matière organique, mais même sur Terre, on a du sable fait avec des coquillages. C'est juste la taille. Donc, mais moi personnellement, en tout cas, je réponds pour moi. Moi, j'aime bien essayer de trouver des métaphores, mais j'aime bien m'assurer que je fais pas passer des fausses idées. Et celle, par exemple, cette comparaison entre la façon dont le radar voit et le sens du toucher, j'ai mis du temps à réaliser ça, enfin à trouver ça. Pendant des années, j'essayais d'expliquer ce qu'on fait avec des schémas, et en fait, en fait, cette analogie entre ce sens-là et les images, enfin, la façon dont un radar voit ou touche, on devrait dire, et ben, enfin, c'est vrai, quoi. C'est ça, ça marche en fait. Là, j'ai l'impression que je trahis moins la vérité de ce que j'essaye d'expliquer, quoi. Je sais pas si j'ai répondu. Ok, je suis Bernard. Donc, merci pour ce voyage. Donc, où à travers l'observation, les sciences, les connaissances, mais aussi, vous nous avez vraiment rapprochés de ces mondes. Titan, Vénus, vous les avez humanisés. Mais est-ce qu'on pourrait pousser un peu l'exercice un peu plus loin, disons dans 100 ans? Comment est-ce que vous vous imaginez vivre sur Vénus ou vivre sur Titan? Est-ce que vous pouvez raconter, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont les défis, mais comment est-ce qu'on peut vraiment apporter l'humanité sur Titan et Vénus? Attends, si tu veux, alors moi, c'est vraiment pas un rêve. Pour moi, c'est un cauchemar. C'est vraiment un cauchemar pour plein de raisons. Déjà parce qu'on a parlé des conditions infernales sur Vénus, les conditions glaciales sur Titan, c'est rédhibitoire. Ok. Moi, j'aime bien ma planète. Moi aussi. Et j'aimerais rester j'aimerais y rester le plus longtemps possible. Si on veut pousser juste comme ça, faire un exercice de pensée, peut-être Vénus dans les nuages. C'est là où il y a des conditions les plus proches de celles de la Terre, parce nous, on est fait pour les conditions qui sont celles de la Terre. Notre corps s'est adapté à ça, donc c'est peut-être là où il y aurait une possibilité d'habitation, mais encore une fois, pour moi, ça relève plus du cauchemar que du rêve. Oui, c'est la même chose pour moi, mais on peut apprendre beaucoup de choses en étudiant les deux planètes d'ici. Peut-être en voyant, peut-être un jour il y aura des gens qui peuvent y aller, mais oui, il y a beaucoup de questions à résoudre pour nous par Terre. Ça, c'est important, je pense, ou plus. Mais rêver, voyager, il y a une longue histoire de l'humanité de faire ça. Donc, pourquoi pas? Je vais parler. Oui. Bravo pour les exposés. Non, ça marche pas. Et c'est bon? Oui, oui. Bravo pour les exposés. J'ai une question, parce que vous avez parlé donc de la planète Vénus, qui est près du Soleil. Titan, c'est une lune un peu plus distante. Quelle est la relation entre la surface de Titan avec, par exemple, Pluton, la planète nane qui avait été découverte, les dunes? Est-ce que vous pouvez comparer la géologie superficielle de ces trois objets planétaires et voir quels sont les points communs et les différences? Est-ce que... Voilà, c'est ma question. C'est plutôt pour moi. Oui, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes entre Titan et Pluton. C'est des objets très froids.
c'est des objets très glacés. Je pense que la densité de Pluton est un peu plus élevée que celle de Titan. Ça veut dire qu'il y a peut-être plus de roches. Il y a plus de roches, mais il y a de la glace aussi. Il n'y a pas d'atmosphère autour de Pluton, mais il y a, enfin, ça dépend, mais il y a une atmosphère très ténue, on va dire. Rien de comparable avec ce qu'il y a sur Titan, et encore moins sur Vénus, où on l'a pas dit, mais la pression à la surface de Vénus, c'est 90 bars, hein, donc c'est vraiment énorme. Sur Vénus, donc sur Vénus, il n'y a pas de glace, évidemment. C'est pas parce qu'on est plus près du Soleil, c'est surtout à cause de l'effet de serre qui s'est emballé du fait de cette atmosphère. C'est important de comprendre que s'il fait plus chaud sur Vénus, c'est pas parce qu'elle est un peu plus proche du Soleil. C'est parce que elle a une atmosphère démesurée où l'effet de serre s'est emballé. Alors, on ne sait pas pourquoi il s'est emballé. Est-ce que peut-être au départ c'est lié à sa distance au Soleil, peut-être, mais on ne sait pas. Et donc sur Pluton, ce qu'on a découvert en fait vraiment en 2015 avec la sonde New Horizons qui a survolé Pluton et qui a pris des photos magnifiques. Effectivement, on voit qu'il y a des choses qui ont été interprétées comme des dunes. C'est moins clair que sur Titan parce qu'on a moins d'observations. Ça peut être des effets éoliens liés à une forme de vent. Très ténu, mais bon, là le terme dune est peut-être un petit peu, il faut faire attention, mais il y a des montagnes de glace, ça c'est sûr. Il y a des choses qui ressemblent à des pénitentes, donc il y a des pénitentes, c'est comme des structures verticales de glace, donc il y a beaucoup de choses comme ça qui est lié à la sublimation et la recondensation successive de la glace sur Pluton, où les saisons sont très marquées parce qu'on est loin du Soleil sur une orbite assez excentrique et Pluton est incliné, donc il y a des saisons. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y a aussi donc dans cette atmosphère dénue, il y a aussi un peu de matière organique, un peu de photochimie. Mais comme on est plus loin, tout est plus lent et tout est plus en moindre quantité, tout est plus glacé et figé. Oui, merci pour les présentations. Il y a aussi une petite question, peut-être un peu d'astrophysique, mais en fait, vous avez à un moment dit que la température donc à Titan c'est moins 180 et en plus et après vous avez dit que il pleut et que les métaux se trouvent à plusieurs états. Comment il faut comprendre cet effet ou ce phénomène atmosphérique qu'on connaît ici en Terre qu'il pleut? Est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est aussi dans une chose métaphorique où il pleut des métaux à moins du méthane? De métal, il pleut du méthane. Ouais. C'est pas du métal, c'est du méthane, c'est des hydrocarbures. Méthane et éthane. Méthane, d'accord. Méthane et éthane. Donc c'est vraiment des gouttes, mais de méthane qui tombent à la surface et qui rendent la surface humide, mais humide avec du méthane et pas de l'eau liquide. Mais c'est pas du métal, hein, c'est du méthane. CH4, oui. Mais c'est vraiment ça. Il y a eu alors encore une fois, la sonde Cassini ne faisait que survoler de temps en temps Titan, mais elle a à 2 reprises au moins pris en flagrant délit un épisode de pluie, c'est-à-dire qu'elle a vu un nuage qui a disparu ensuite et le sol s'est obscurci. Sur Terre, c'est pareil, quand il pleut, souvent le sol, en tout cas vu de l'espace, il devient plus sombre parce qu'il devient plus lisse et donc il devient plus sombre. Et donc la sonde Cassini a vu à 2 reprises, après le passage d'un gros nuage chargé de gouttes de méthane, une surface, toute une zone qui devient plus sombre et qui, quelques mois plus tard, est de nouveau plus brillante. Et ça, c'est vraiment un indice très très fort d'épisodes de pluie sur Titan. Je voudrais poser une dernière question à Lily et après vous pourrez aller discuter avec elle toutes les deux à la pause. Tu fais des représentations très locales, donc volcan par volcan ou zone par zone. Et est-ce que tu as eu envie de faire une peinture plus globale de Vénus, ou un paysage comme on aurait dans la tradition du landscape, du paysage de la peinture occidentale, ou je sais pas est-ce que c'est quelque chose qui t'a intéressé, hein, parce que je me rends compte qu'à chaque fois tu es très centré sur
un point précis. Oui, oui. En fait, dans cette opposition du local et du global. Il y a un de les premières peintures que j'ai fait, en fait, c'était 2500 kilomètres largeur de l'image. Et je l'ai fait comme ça, la même taille que cette peinture. Donc ça dépend. Mais c'est vrai parce que après un certain moment, je suis un peu bloquée d'être très proche. Je veux être là, très proche, en étudiant le plus proche possible le détail de la surface. Donc je reste là, je pense que pour le moment. Donc il faudrait peut-être toute ma vie pour terminer. C'est ça. Okay. C'est bon, c'est ça? Oui. Okay. Bon, merci à toutes les deux. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut les applaudir.